Si tu en as marre d'avoir des épaules de serpent, t'es au bon endroit. Du côté de l'anatomie et de la biomécanique, c'est pas bien compliqué, mais tu verras qu'une fois sur le terrain, c'est beaucoup plus complexe. Il existe beaucoup de conflits entre tes différents groupes musculaires qui peuvent grandement freiner la progression de tes deltoïdes. Si t'as cliqué sur ma vidéo, t'attends pas à avoir une séance épaules avec 7 exercices tous plus merdiques les uns que les autres. Avec une bonne lumière, congestionné et des boutons sur les trapèzes. T'es là pour comprendre la fonction d'un muscle, puis obtenir la liste des bons exercices qui te permettront de correctement stimuler ton deltoïde. Et bien sûr, savoir comment programmer tes séances pour entraîner tes épaules et enfin les faire progresser. Les épaules, c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Pour sa forme, on a un grand muscle triangulaire épais de la ceinture scapulaire. Ça fait bien évidemment partie des muscles qui rendent un physique très viril, avec les trapèzes, le haut de pec et le cou, qui font tous bien évidemment partie de la ceinture scapulaire, auquel je rajouterai les avant-bras, des muscles trop peu mis en avant. Si tu veux avoir une idée de ce à quoi correspond ce genre de physique avec ces muscles développés, regarde les physiques des lutteurs. Un peu de concentration, aujourd'hui on se focus sur le deltoïde. Ce muscle est donc composé de 3 faisceaux de fibres. Le deltoïde antérieur qui prend son origine sur le tiers latéral de la clavicule, le deltoïde moyen qui prend son origine sur l'acromion et le deltoïde postérieur qui prend son origine sur l'épine scapulaire. Les 3 faisceaux vont s'insérer sur la tubérosité deltoïde du côté latéral du corps de l'humérus. De par leur position et leur trajet de leurs fibres, ils vont permettre différentes actions. Les fibres du deltoïde antérieur sont obliques en bas, en arrière et en dehors. Celles du deltoïde moyen sont plutôt verticales et se dirigent en bas et en dehors, et celles du deltoïde postérieur sont obliques en bas, en avant et en dehors. Mais alors, quel mouvement permet le deltoïde, Jamy ? Mais dis donc, Jamy, je comprends pas! Le deltoïde antérieur permet la flexion de l'épaule, l'adduction horizontale de l'épaule, la rotation interne d'épaule. Il participe à l'abduction verticale de l'épaule en synergie avec le deltoïde moyen, le supraépineux et le trapèze supérieur. Le deltoïde moyen a pour fonction principale l'abduction verticale de l'épaule. Sur ses fibres antérieures, il va participer à la flexion de l'épaule en synergie avec le deltoïde antérieur, même s'il n'y participe que très peu. Et sur ses fibres postérieures, il va participer à l'extension de l'épaule en synergie avec le deltoïde postérieur. Et peut aussi participer à la rotation externe, même si cela reste des actions très secondaires. Pour terminer, le deltoïde postérieur a pour fonction l'abduction horizontale de l'épaule. Il est également extenseur d'épaule et rotateur externe d'épaule. Le deltoïde a également une grande importance dans la stabilisation de l'épaule, mais tu fais de la muscu, pas de la kiné, donc je vais pas te casser la tête avec plus d'anatomie. Petite auto-promo, je mets en place dès la sortie de cette vidéo des créneaux d'appel de 45 minutes à 1 heure pour répondre à toutes tes questions tant qu'elles tournent autour de l'entraînement, de l'alimentation ou de la psychologie du sportif. Si tu es intéressé, envoie-moi un message par Instagram ou directement par mail, tu la trouveras dans la description. Je mettrai rapidement en place un agenda en ligne pour que tu puisses réserver ton appel plus simplement. Bonne vidéo! Tu connais maintenant l'anatomie et les différentes fonctions de l'épaule. Je vais donc maintenant te donner quelques clés pour connaître ta morpho-anatomie et savoir si tu seras avantagé ou non sur le muscle deltoïde. Cela te permettra notamment de prendre en considération les avantages et les inconvénients de tes leviers osseux et ça t'aidera à mieux choisir tes exercices. En premier, je te présente donc la morpho-esthétique divine pour les épaules. Cet individu aura donc un buste long, des clavicules larges, un ratio tour de taille, tour d'épaule proche du nombre d'or, soit 1,618, qui peut être considéré comme esthétiquement agréable pour le corps. C'est le ratio de Fibonacci, qui est une proportion mathématique qui est utilisée dans l'art et l'architecture depuis l'Antiquité. Il est quand même important de noter que ce ratio est basé sur des critères esthétiques subjectifs et ne devrait pas être considéré comme une mesure absolue de beauté ou de perfection physique. Un développement équilibré des différents chefs du deltoïde, des muscles longs avec une insertion basse sur l'humérus et une origine haute sur l'acromion, la clavicule et l'épine de la scapula. Autrement dit, des insertions parfaites pour un deltoïde rond et harmonieux. Et pour terminer, le 5e critère, les bras, les pectoraux et le trapèze supérieur harmonieusement développés avec le deltoïde, ne lui mangeant pas tout le visuel. Pour te rassurer, si tu n'as pas une morpho divine d'épaule comme moi, ce genre d'individu manquera très souvent d'épaisseur à cause de la largeur de ses clavicules et de la longueur de son buste. Cela donnera souvent des physiques très longilignes, peu robustes et fins. De plus, de par la longueur de ses clavicules, il aura très souvent des bras longs, le désavantageant sur tous les exercices de poussée et de tirage. Et en plus de ça, ces scapulas auront très probablement du mal à rester fixés sur tous les exercices, de poussée notamment, augmentant l'instabilité et donc la difficulté à générer de la force. Une fois que la morpho divine d'épaule est posée, il suffit de supprimer un ou plusieurs critères pour avoir une idée de l'avantage morpho-anatomique dont tu disposes. J'aime aller aux extrêmes et je vais donc te présenter la morpho-anatomie la plus désavantagée pour avoir un visuel d'épaule épique. Je l'appelle les épaules de serpent. Cet individu aura donc un tronc court, un ratio tour d'épaule tour de taille proche de 1, un développement
développement déséquilibré entre les différents chefs du deltoïde, des insertions courtes et asymétriques entre les différents chefs du deltoïde, avec par exemple un chef antérieur long, un chef moyen moyen et un chef court court, donnant la forme d'une épaule en escalier et non d'une épaule bien ronde. Et le dernier facteur, un développement des bras, des pecs et des trapèzes prenant le dessus visuellement sur le deltoïde. Tu pars malheureusement perdant, mais de savoir ça va te permettre de mettre en place un entraînement adapté pour pallier à ces épaules de serpent. Et tu verras plus tard qu'il y a beaucoup de conneries à éviter. Pour terminer, je te présente l'avantagé en performance. Il aura des leviers courts puisqu'il aura des clavicules courtes et des bras courts, un tronc court et un bassin large, un développement équilibré entre les différents chefs du deltoïde lui permettant d'avoir une épaule stable. En effet, ses clavicules courtes et ses bras courts lui permettent de réaliser des mouvements avec des amplitudes courtes et de générer de grandes forces de par la stabilité que lui offre un bassin large et un tronc court, couplé à ses scapulas qui ne devraient pas avoir de mal à rester fixés pendant les mouvements. Il lui sera en effet plus facile de maintenir une bonne rigidité de par la faible longueur de son abdomen. Ce que je viens de te présenter ne reflète pas la réalité, mais te donne de grands exemples. Le plus important, c'est que tu aies une idée de ta morpho-anatomie. Et dans un premier temps, ce que tu dois faire, c'est analyser ta structure osseuse. Tu feras attention aux critères suivants: la longueur de ton tronc, la largeur de tes clavicules et la longueur de ton humérus et de ton avant-bras. Avec ça, tu sais déjà si tu vas être avantagé mécaniquement sur les exercices de poussée. Ça peut déjà t'éviter certains exercices qui pourraient trop te désavantager. Par exemple, les développés verticaux si tu as les clavicules longues, les bras longs et le buste long n'est peut-être pas la meilleure des options. Sur ce style de morpho, après plusieurs semaines de tests, si ton désavantage s'avère réel, tu pourras moduler ton amplitude en fonction de tes capacités de mouvement. Par exemple, au lieu de faire un développé en amplitude complète avec un contact au niveau des clavicules et un bras tendu en position haute, tu pourras arrêter ta descente par exemple au niveau du bout du nez. Je te donne cette adaptation là si toutefois tu décides de conserver quand même les développés verticaux malgré une morphologie qui ne t'avantagerait pas sur ces mouvements. Pour sélectionner correctement tes exercices et savoir quel axe et quel mouvement tu vas devoir privilégier, il faut déjà avoir pris du muscle et avoir passé quelques temps à t'entraîner de manière globale. Mais disons que tu as déjà passé cette étape. Tu vas donc devoir t'intéresser à l'équilibre entre tes muscles et entre les chefs de ton deltoïde. Tu devras donc t'intéresser en premier à la longueur des différents chefs de ton deltoïde, bien évidemment si tu es assez sec pour les voir. Ensuite, tu devras t'intéresser à l'équilibre entre les différents groupes musculaires de la zone scapulaire. Et pour terminer, tu devras faire attention à l'équilibre entre le deltoïde et les bras. Une fois que tu as toutes ces informations en poche, il te sera facile de choisir tes exercices pour entraîner ton deltoïde correctement. Comme je le dis à chaque fois, la morpho-anatomie c'est cool. C'est pas cool. Quoi, c'est pas cool? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis? C'est pas cool? Oui, c'est pas cool. Quoi? Mais c'est certainement pas un outil pour baisser les bras et se lamenter sur ton sort parce que tu serais un petit peu désavantagé. On a tous nos points forts et nos faiblesses, mais cette approche-là de la musculation a pour objectif de t'offrir plus de données pour mieux choisir tes exercices qui te permettront de limiter les risques, de progresser plus longtemps et plus loin. Comme je te l'ai dit, le deltoïde, c'est facile à comprendre, mais beaucoup moins à développer. Parce que l'épaule intervient dans énormément d'exercices et notamment de poussées, et ce de manière disproportionnée. Malheureusement, il existe un déséquilibre de stimulation entre le deltoïde antérieur et les autres chefs de l'épaule. C'est pourquoi il sera essentiel dans le choix de tes exercices que tu connaisses les retards que tu peux avoir sur les différents chefs de ton épaule et entre les différents muscles de poussée. Pour sélectionner correctement mes exercices, je fais donc attention à plusieurs critères essentiels. En premier, on va s'intéresser à l'angle de travail, et plus particulièrement aux différents mouvements que permettent les différents chefs de l'épaule. La flexion d'épaule, l'abduction verticale de l'épaule et l'abduction horizontale de l'épaule. En 2, mes repères d'amplitude et donc le standard de mes répétitions. En 3, ce sur quoi je veux accentuer le travail, donc soit le chef antérieur, le chef moyen ou le chef postérieur. En 4, la stabilité que va m'apporter l'exercice. En 5, l'intérêt biomécanique de l'exercice et la courbe de résistance qu'il va pouvoir m'offrir. Et pour terminer, en 6e position, la possibilité de surcharger progressivement et au long terme. Une fois ces critères établis, tu te rends compte qu'il ne reste pas des dizaines d'exercices intéressants. Je vais donc te donner ma liste des meilleurs exercices en fonction des différents chefs de l'épaule. En premier, je te présente les exercices pour le deltoïde antérieur. Tout simplement, tous les exercices de poussée. Et oui, n'importe quel développé va grandement stimuler le deltoïde antérieur. Et sauf si tu as des pectoraux vraiment dominants, je ne vais pas te conseiller de chercher à rajouter des exercices spécifiques pour ton deltoïde antérieur. Si tu fais déjà du développé couché et une variante de développé incliné entre 30 et 60 degrés, je ne te conseille pas d'en faire plus. Si toutefois tu rentres dans la morpho pec point fort, épaule point faible, rajoute un développé militaire à la Smith Machine entre 60 et 75 degrés, ou la variante aux haltères. L'avantage de la Smith Machine et du banc, c'est la stabilité qu'on obtient et la capacité d'effort qui en découle. La trajectoire est guidée également. La variante aux haltères apportera un peu plus d'instabilité,
mais une plus grande liberté de placement du poignet, du coude et de l'épaule. Quoi qu'il en soit, je ne te conseille pas de dépasser les 75 degrés d'inclinaison, au risque de venir créer beaucoup de contraintes articulaires et tendineuses sur l'épaule. Pour ce qui est de l'overhead press ou du développé militaire debout, ce n'est clairement pas la meilleure variante pour développer un muscle deltoïde complet et il présente beaucoup de facteurs limitants. En revanche, c'est un exercice brut qui nécessite très peu de matériel. Un exercice à utiliser dans un objectif de renforcement pour de l'haltérophilie ou du crossfit, mais pas la meilleure idée en ce qui concerne la prise de muscle maximale. Pour terminer dans ce top avant d'épaule, je te conseille d'incorporer la dips sur barre parallèle largeur d'épaule qui va grandement stimuler ton deltoïde antérieur, offrant un étirement inégalable. Très bon exercice de base complet à incorporer dans un push par exemple. Attention toutefois, si tu es dominant pec et ou triceps sur l'exercice, ce n'est sûrement pas la meilleure des options. On va ensuite retrouver le top des exercices pour le deltoïde moyen. Et on attaque avec l'élévation latérale sur banc à 45 degrés ou 60 degrés, qui va permettre de supprimer la contrainte de gainage et d'instabilité de l'élévation debout. Cette variante permet en plus d'améliorer l'angle d'abduction de l'épaule, induisant un alignement du bras plus dans l'axe des fibres du chef moyen du deltoïde, par rapport à la force exercée, qui est la gravité sur cette variante aux haltères. Pour un placement correct, tu dois avoir les fibres moyennes de ton deltoïde qui visent le plafond et non les fibres antérieures, sinon c'est sur ces dernières que tu mettras l'attention, d'où l'importance de l'inclinaison du banc. En deuxième exercice, je te propose l'élévation latérale à la poulie à genoux, qui permet cette fois-ci de modifier la courbe de résistance. En te positionnant ainsi, tu vas récupérer une partie de la tension en bas du mouvement à l'étirement, ce que tu n'auras pas en travaillant aux haltères. En revanche, la stabilité est moins optimale que la variante sur banc aux haltères, et l'angle parfait d'abduction verticale de l'épaule est moins évident à trouver. Il se peut également que tu rajoutes de la tension sur ton supraépineux sur les premiers degrés d'abduction de l'épaule. À tester donc et prudent sur cet exercice. Pour terminer avec le top des exercices pour le deltoïde moyen, je te présente quelques bonnes machines. La Standing Multiflight Panata, réglable en hauteur, permet une grande modulation d'angle de par tous les réglages qu'elle permet. Surcharge infinie, appui de tête présent pour pouvoir réaliser de l'abduction horizontale également. La machine est en plus modulable et permet également de travailler les pectoraux, l'arrière d'épaule et le dos dans des axes que très peu de machines proposent. On va ensuite retrouver la Hammer Strength élévation latérale, réglable uniquement en hauteur. Pas de variation d'angle possible. La courbe de résistance est pas folle avec peu de contraintes en bas du geste et beaucoup en haut, de par l'épi qui est presque en dessous de l'axe de rotation de la machine sur sa partie basse. En revanche, cette machine va te permettre de travailler en unilatéral, un côté par un côté, comme tu peux le voir sur la vidéo. C'est intéressant parce que cela va te permettre de légèrement décaler ton tronc du côté de l'épaule qui va travailler et donc de modifier l'angle d'abduction de ton bras par rapport à ton tronc, dans l'objectif d'accentuer le travail de ton deltoïde moyen. La Prime Hybrid Lateral Raise, tu ne la retrouveras presque quasiment jamais dans les salles de sport en France. Elle est réglable en hauteur et en courbe de résistance. Elle permet notamment d'accentuer la partie du mouvement qui nous intéresse. Pour finir, la Technogym élévation latérale, réglable en hauteur et en ouverture des bras. Les trois dernières machines sont sympas dans le sens où l'appui est sur l'humérus vers le coude, permettant de réduire le désavantage d'un avant-bras très long qui induit un levier très important sur les élévations à charge libre par exemple, et donc souvent des contraintes articulaires ou tendineuses qui en découlent. Et on termine avec les exercices pour le chef postérieur de l'épaule. Le premier, c'est l'oiseau sur banc 30 degrés avec une trajectoire légèrement sur l'arrière. Mouvement permettant une très grande stabilité. En revanche, pas de tension à l'étirement en bas du mouvement. C'est le bémol du mouvement. Personnellement, sur cet exercice, je ne cherche pas le geste parfait, mais à déplacer le plus de charge possible en restant dans la trajectoire avantageant le plus possible le deltoïde postérieur. On enchaîne avec le rowing sur banc 30 ou 45 degrés avec un angle bras-tronc proche des 45 degrés en plan frontal postérieur, autrement dit en vue de dos. Cela permet de réduire le levier induit par un avant-bras long et permet de charger plus lourd que sur l'oiseau. Attention à cette variante si tu as les trapèzes et ou les rhomboïdes dominants, il risquerait de prendre l'ascendant sur ton deltoïde postérieur. Je te propose ensuite l'abduction d'épaule à la poulie avec sangle de poignet et trajectoire amenant l'humérus proche des 45 degrés d'angle. Variante parfaite pour récupérer la tension d'étirement perdue sur un travail à charge libre. L'idéal serait encore de le faire appuyer sur un banc, mais dans une salle aux heures de pointe, ça commence à faire beaucoup de matériel. Une erreur que tu peux éviter, ce sont les différentes machines d'abduction d'arrière d'épaule, plaçant l'humérus à 90 degrés d'abduction verticale d'épaule. J'ai peut-être parlé chinois, alors du coup je te mets une photo des différentes machines que tu pourras retrouver en salle. Le problème de ces machines, c'est que cela peut induire un grand recrutement du grand rond, des rhomboïdes et du trapèze moyen. C'est pourquoi sur ce genre de machine, je vais te conseiller de t'incliner grandement pour essayer d'avantager au mieux ton deltoïde postérieur dans le mouvement. Cela ne reste tout de même pas la meilleure des options pour recruter ton deltoïde postérieur. Et si tu as accès à cette machine Technogym ou d'une autre marque te permettant de placer ton humérus dans la position la plus avantageuse pour ton deltoïde et réduisant en plus de ça le levier parce que l'appui se retrouve sur ton humérus et non plus dans ta main.
Comme tu l'as compris plus haut, avant de créer un programme qui va s'adapter à tes points faibles, il faut déjà avoir pris de la masse pour pouvoir les déceler. Une fois que tu seras capable de reconnaître tes points forts ou tes points faibles, tu pourras choisir tes exercices en fonction de ces derniers. Tant que tu n'arrives pas à déceler tes points forts ou points faibles, je vais te conseiller de suivre une prog se rapprochant de celle que je vais te présenter en upper. Pour ce qui est de l'entraînement des épaules, je ne vais pas te conseiller de gaspiller un jour pour un petit muscle. Je t'incite plutôt à t'orienter vers les formats de push-pull-leg ou de upper et incorpore simplement les bons exercices d'épaule à l'intérieur de ces séances. Ces formats d'entraînement vont permettre beaucoup de choses. Déjà, d'avoir une récupération de 72 heures minimum entre deux entraînements du même muscle. De pouvoir prioriser un muscle directement à l'intérieur de ta séance en sélectionnant plus d'exercices pour ce dernier et en le plaçant en début de séance par exemple. Ce format te permet également à volume égal d'avoir beaucoup plus de jours de récupération complets. En effet, en upper, c'est 4 jours d'entraînement pour entraîner tous tes muscles 2 fois. En comparaison, le split, c'est 5 jours pour entraîner une fois chaque muscle. La logique est la même que sur les bras. En effet, les épaules sont constamment sollicitées dans tous les exercices du haut du corps, que ce soit un exercice de tirage ou de poussée. Il n'est donc clairement pas optimal d'entraîner les épaules seules dans une programmation par souci de récupération. En fonction de ce que tu auras décelé lors de ton étude morpho-anatomique, tu devras donc correctement sélectionner tes exercices, notamment sur ta poussée. Dans la majorité des cas, tu auras très probablement un deltoïde antérieur bien développé et un deltoïde moyen et postérieur en retard. La première séance que je vais te présenter, c'est un upper tout à fait général. Pourquoi? Parce que l'individu que je choisis de prendre en exemple, c'est le gym bro qui n'a pas encore développé suffisamment sa masse musculaire pour avoir une idée de ses points forts et de ses points faibles et qui a un taux de masse grasse ne permettant pas d'avoir une idée précise de la longueur de ses insertions musculaires. Il suit donc une prog générale. Les 4 premiers exercices en orange sont les exercices polyarticulaires de la séance. Ils vont permettre de solliciter l'entièreté des muscles du haut du corps et ce de manière équilibrée puisqu'on va retrouver un tirage vertical, une poussée verticale, un tirage horizontal, une poussée horizontale. Plus ou moins horizontale puisque là j'ai sélectionné une machine convergente avec une trajectoire inclinée, ça reste une poussée horizontale à trajectoire inclinée. Dans tous ces exercices, les épaules vont être sollicitées. En effet, sur tous les tirages verticaux et sur tous les tirages horizontaux, donc ici pour l'exemple sur la traction en prise neutre et sur le tirage horizontal en unilatéral, l'épaule participe à l'extension du bras, donc à tirer l'humérus à l'arrière du corps. A l'inverse, sur une poussée verticale ou sur une poussée horizontale, donc sur une dips ou sur une poussée en presse convergente inclinée, l'épaule va participer à la flexion d'épaule, à l'adduction horizontale de l'épaule et à la rotation interne de l'épaule. La logique qui suit sur la séance est donc simple. Les fonctions de l'épaule qui n'ont pas été sollicitées lors des exercices polyarticulaires vont donc se retrouver en isolation, en biceps, accompagnées de bras. J'ai donc choisi l'oiseau sur banc 30 degrés pour isoler la fonction d'abduction horizontale de l'épaule et ensuite en deuxième biceps, l'élévation latérale à genoux à la poulie pour l'abduction verticale de l'épaule. Le nombre de répétitions et de séries n'est bien évidemment pas choisi au hasard, mais ça je t'en parlerai un petit peu plus lors du chapitre sur varier les plaisirs. Pour ce qui est du premier biceps, on a des exercices polyarticulaires au poids de corps libre. Ce sont donc des exercices où il va falloir stabiliser grandement le mouvement et ses articulations pour pouvoir fournir un effort intense. Ici, je te déconseille de faire des répétitions trop longues et au contraire de chercher à maximiser ton stress mécanique, donc à mettre le plus lourd possible sur des efforts courts. Le deuxième biceps, on se retrouve sur machine. On reste sur des charges importantes, mais le fait d'être sur des machines, tu vas pouvoir stabiliser plus facilement. Tu vas donc pouvoir augmenter ton volume et la compensation arrivera plus tard lors de ton effort, du fait que tes muscles stabilisateurs seront un petit peu moins sollicités sur ce genre d'exercice. Pour les deux derniers biceps, on a des isolations. Ici, tu remarqueras que j'ai un volume plutôt élevé sur mes exercices parce que je trouve ça beaucoup plus logique d'essayer d'aller chercher un fort stress métabolique et de limiter un petit peu ton stress mécanique. Donc un peu moins de charge, plus de volume, tout simplement parce que la tension est répartie sur une seule articulation. Le risque de blessure sur ce genre d'exercice est donc plus important. Sur le terrain et avec la pratique, tu te rendras très vite compte qu'il est beaucoup plus facile de progresser sur des volumes de répétition élevés sur tes isolations. Pour le deuxième exemple, le gym bro a un deltoïde antérieur bien développé, un pectoral qui n'est pas recruté ou très peu recruté sur les développés à plat ou inclinés, et un deltoïde moyen et postérieur absent. Pour le format d'entraînement, j'ai choisi le push-pull-leg. Je vais bien évidemment te présenter un push et un pull. Mais Nathan, t'es con? Oh le con! Oh le con! Il est con. Tu nous parles d'épaules, mais il n'y a jamais de séance épaules. Et oui, mais si tu as l'œil, tu verras qu'en fait, il y a des épaules dans toutes les séances que je te présente. Et pour le coup, on a un profil bien défini, avec un deltoïde antérieur prédominant. Donc on va devoir adapter la séance pour coller au mieux à son objectif, qui est d'avoir une épaule plus harmonieuse. Et de réussir à développer un pec pour passer devant le deltoïde antérieur. Pour cette séance de push, l'objectif est donc de limiter au maximum le recrutement du deltoïde antérieur. Pour ce profil, je vais te déconseiller de réaliser des exercices de développé verticaux. Au-delà de 45 degrés, c'est une certitude et je te conseillerais même plutôt de faire des développés déclinés pour vraiment éviter de stimuler le deltoïde antérieur. Sur une programmation en push-pull leg, je te déconseille d'isoler ton deltoïde postérieur à
l'intérieur de tes push. Tu le fatiguerais pour ta séance de pull qui arrive très souvent juste après ta séance de push. En revanche, à l'intérieur de ton push, tu te dois d'isoler ton deltoïde moyen qui n'intervient presque pas sur des exercices de poussée ou de tirage. L'exercice choisi est donc un des top exercices pour le deltoïde moyen et c'est l'élévation latérale sur banc à 60 degrés aux haltères. Cet exercice permet en effet de grandement faciliter la stabilité et place l'angle d'abduction de l'épaule dans un angle presque parfait pour solliciter ton deltoïde moyen. Passe maintenant à la séance de pull qui a pour objectif de permettre un travail complet du dos et d'accentuer le travail du deltoïde postérieur. Sur chaque tirage, avec le bras proche du tronc, le deltoïde postérieur va participer à toutes les extensions d'épaule. Encore une fois, c'est ramener l'humérus à l'arrière du tronc. Sur le tirage vertical et le tirage horizontal, l'arrière d'épaule intervient donc. Par la suite, avec le rowing sur banc à 45 degrés aux haltères, l'exercice est optimisé pour accentuer au maximum le recrutement du deltoïde postérieur. Avec le choix de l'inclinaison du banc et la position d'abduction verticale de l'humérus par rapport au tronc proche des 45 degrés, l'humérus va s'aligner au mieux avec les fibres du chef du deltoïde postérieur. Et on termine avec une isolation du deltoïde postérieur avec une abduction horizontale de l'épaule à la poulie. Pour que tu aies une vision plus claire du choix des exercices en fonction du profil, je vais te donner un dernier exemple d'un profil avec des pecs points forts et des deltoïdes en retard. L'accent va donc être mis sur les développés verticaux et semi-verticaux et sur les abductions d'épaule. Le format reste un push-pull leg pour faciliter la comparaison entre les profils. Comme tu peux le constater, les exercices sont sélectionnés pour limiter au maximum l'intervention des pectoraux lors de la poussée. Le premier exercice est un développé incliné à 45 degrés sur Smith Machine qui va permettre de maximiser le stress mécanique de par la stabilité qu'il offre et la trajectoire guidée qu'il permet. Les 45 degrés d'inclinaison permettent de limiter le trop grand stress que pourrait subir une épaule sur des inclinaisons plus élevées. C'est pourquoi maximiser ses charges sur ce genre d'inclinaison peut être cohérent avec le profil. Le deuxième exercice est également un développé sur machine Hammer Strength. En revanche, la nuance est apportée par l'angle de poussée qui est bien différent. En effet, cette machine va placer le coude perpendiculaire au tronc en vue de face, plaçant donc l'humérus plus dans l'axe des fibres du deltoïde moyen et antérieur, même si la poussée restera dominante pour le deltoïde antérieur. Mais on retrouve plus d'abduction verticale de l'épaule sur ce genre de trajectoire. Regarde ça, c'est ça la nuance. Wow. Cela peut permettre d'offrir un exercice à forte tension mécanique pour le deltoïde moyen de l'épaule, puisqu'avec des élévations latérales, tu imagines bien que la tension mécanique n'est pas bien grande et que les charges déplacées ne seront pas colossales. Pour terminer avec les exercices polyarticulaires, j'ai choisi la dips au poids de corps, qui sera le seul exercice qui fera intervenir grandement les pectoraux dans la séance, mais qui offrira également une forte tension d'étirement pour l'épaule. L'idée c'est quand même d'amener un petit travail pour les pectoraux, histoire que le profil ne perde pas non plus de pec. Je ne le place pas plus haut dans la programmation, car je préfère privilégier les exercices optimisant le travail du deltoïde intérieur. En effet, en le plaçant plus haut avec un fort stress mécanique, il est très probable que le travail soit principalement réalisé par le pec. Pour terminer, une isolation du deltoïde moyen avec le top des exercices pour moi, mais qui est super chiant à mettre en place. C'est l'élévation sur banc 60 degrés à la poulie. Faut que tu aies une poulie, un banc, en plus tu dois le faire en unilatéral, plus mettre ta petite sangle de poignet pour éviter de trop stimuler ton avant-bras, enfin bref c'est une galère. Par contre c'est un super exercice pour avoir une stimulation même à l'étirement en bas du mouvement, être stable et avoir une belle courbe de résistance tout au long du mouvement. Pour le pull, le profil, en plus d'avoir des pecs dominants et un deltoïde en retard, a les trapèzes, les rhomboïdes développés et mangeant un petit peu l'arrière d'épaule. Tu remarqueras que les exercices sont identiques au premier profil. En revanche, ce que tu dois faire, si tu es dans ce cas-là, c'est limiter au maximum les mouvements sur ta scapula, notamment de fixation et de défixation parce que ça engage énormément tes rhomboïdes et tes trapèzes. Sur les exercices d'isolation du deltoïde postérieur, je te conseille de garder tes omoplates en protraction, donc défixées tout au long du mouvement. En effet, le trapèze moyen et les rhomboïdes sont abducteurs de la scapula, c'est-à-dire qu'ils vont rapprocher les scapulas l'une de l'autre. Donc si sur tous tes mouvements d'isolation du deltoïde postérieur, tu crées énormément de mouvements de fixation et de défixation de la scapula, tu feras énormément intervenir tes trapèzes et tes rhomboïdes au détriment de ton arrière d'épaule. Pour ce qui est du tirage vertical et horizontal, le bras étant proche du tronc, le mouvement sur la scapula sera un petit peu moins important, normalement. Cela permettra donc d'accentuer le travail sur l'arrière d'épaule en extension d'épaule. Tu ne pourras pas complètement éliminer le travail de ton deltoïde à l'intérieur de tes séances, puisque tu l'as compris maintenant, il participe à tous les exercices de poussée et de tirage. Il va donc falloir que tu fasses attention à l'équilibre de développement entre les différents chefs de ton deltoïde et au volume d'entraînement auquel tu les sollicites. L'épaule, c'est l'articulation la plus complexe du corps. En effet, c'est l'articulation qui a la plus grande amplitude de mouvement. Et pour cela, elle a besoin de beaucoup de ligaments
ligaments, de tendons et de muscles pour maintenir tout ça en place. Il faut donc faire attention à l'équilibre de développement de tous ces muscles qui viennent s'insérer autour de l'épaule pour éviter l'instabilité, les blessures ou les inflammations. Quel pratiquant de sport de force ne s'est jamais blessé aux épaules? Tendinopathie du supraépineux, un des plus grands classiques du pratiquant de musculation. Je vais te présenter quelques exemples de profils qui doivent faire très attention à leurs épaules. Le streeteux ou le streetlifter. Le volume énorme que vont subir ses épaules en dips, en pompe en équilibre, en position statique ou encore en tirage. Il doit donc apporter une vigilance toute particulière au développement de son épaule et aux différentes inflammations qui pourraient apparaître. Un renforcement de la coiffe des rotateurs en parallèle de son entraînement pour permettre une bonne stabilité est obligatoire. On retrouve aussi le profil du go muscu de base qui fait pec, épaule, bras, foot, comme ça il fait pas les jambes. Ce profil va en général surdévelopper ses muscles de poussée, créant un déséquilibre antéro-postérieur, plaçant l'épaule en rotation interne et en enroulement permanent et annonçant une blessure proche. Si tu te retrouves dans ce cas, arrête d'entraîner que ce que tu vois et commence à bosser l'arrière de ton corps. Deuxième conseil, travaille ta rotation externe d'épaule et mets l'accent sur ton deltoïde postérieur. Et dernier conseil, étire toute ta chaîne antérieure qui est très probablement très raide. On enchaîne avec le profil du néo-powerlifter. Il va malheureusement énormément travailler ses muscles de poussée puisqu'il doit performer sur des poussées horizontales. Paradoxalement, l'athlète de force athlétique de bon ou de haut niveau aura déjà un bon équilibre antéro-postérieur parce qu'il a compris qu'avoir un bon dos, de bons fessiers et de bons ischios lui permettront d'être stable et fort. Ce conseil va donc s'appliquer aux néophytes du powerlifting qui suit la mode actuelle du SBD mais sans la rigueur et sans les connaissances d'un vrai pratiquant de force athlétique. Ce dernier va généralement se concentrer sur les 3 mouvements de base, squat, soulevé de terre et développé couché, avec une intensité de poney et une grosse fréquence. Ils seront très souvent proches de l'échec postural et technique et jamais très loin de la correctionnelle. Malheureusement, ces individus n'iront pas loin, constamment freinés par des blessures, si elles ne sont pas trop graves, et signent l'arrêt de leur carrière avant même le début. Si tu arrives à mettre ton ego de côté et que tu te retrouves dans ce que je viens de te raconter, intègre très vite des exercices de renforcement et le système de RPE ou de RIR dans tes entraînements. Travaille ta technique tout au long de tes cycles d'entraînement et apporte une attention toute particulière à ton épaule qui subit énormément de tension dans la pratique de ce sport. Pour terminer la partie la moins joyeuse, les pathologies qui vont être nombreuses pour l'articulation de l'épaule. Si tu souffres d'une inflammation du deltoïde, de la coiffe des rotateurs, du grand pec, du petit pec, du trapèze, des rhomboïdes, du biceps en chef long, du triceps en chef long, tu seras malheureusement grandement limité, voire en incapacité d'entraîner tes épaules, voire même tes pecs et ton dos. Tu devras en revanche comprendre ce qui crée cette inflammation, mettre en place ta rééducation, ton renforcement, supprimer potentiellement les exercices qui sont au-delà d'un certain seuil de douleur. Et une fois que tu auras compris les exercices et les mouvements qui te créent cette inflammation, réajuster ta programmation et peut-être plus tard reprendre ces exercices une fois que ton inflammation est passée et que tu as corrigé le défaut d'équilibre peut-être à l'intérieur de ton épaule. Tu l'as maintenant compris si tu as déjà regardé mes vidéos sur les différents muscles, j'ai une manière de programmer mes entraînements un petit peu particulière. Je parle de varier les plaisirs, mais il est en fait question d'avoir une variabilité de la charge, du volume et des tempos d'exécution tout au long de la séance. Je commence toujours par des exercices polyarticulaires qui vont me permettre de maximiser mes charges sur des tempos très explosifs et des volumes de répétition courts, le style d'effort le plus traumatisant et nécessitant le maximum d'énergie. Ma logique d'entraînement suit la logique de l'énergie. Au début de l'entraînement, les exercices les plus énergivores et traumatisants, et au fur et à mesure où l'énergie diminue, des exercices moins intenses, donc avec moins de charge, avec des efforts plus longs. Cela permet notamment d'utiliser au mieux l'énergie disponible et d'utiliser également les différents stress permettant au corps d'optimiser son hypertrophie. Je te conseille également d'éviter les efforts trop longs sur des exercices où il serait difficile de conserver une technique sur des séries trop longues, comme des exercices à charge libre, comme le soulevé de terre, le squat, les tractions ou les dips. Il est trop facile de compenser sur des volumes de répétition trop grands sur ce genre d'effort. Et une fois que tu as compensé, tu ne stimules plus les bons groupes musculaires, tu risques la blessure. A l'inverse, sur de l'exercice monoarticulaire, je vais plutôt te conseiller d'utiliser des séries plutôt longues, pour plusieurs raisons. Déjà d'une part, parce que tu as fait beaucoup d'exercices polyarticulaires avant d'en arriver là, et ton système nerveux est déjà bien fatigué. Et deuxièmement, je ne trouve pas que l'isolation se prête bien aux charges lourdes, inférieures à 10 répétitions, parce que la tension est appliquée sur une seule articulation. La répartition des charges n'est donc pas aussi importante que sur un mouvement polyarticulaire, et le risque de blessure est donc plus important sur des séries très intenses et très lourdes. Quand j'ai commencé l'entraînement, je me suis beaucoup entraîné avec ce qui fut mon sensei, un futur chirurgien aux pecs et aux épaules point forts. Je me rappelle à l'époque, moi petit novice, j'arrive dans la salle et puis je vois ce gars en train de taper des séries de dips avec 70 kg entre les jambes, mais normal en série de 10 comme ça. J'avais l'impression d'être un moustique qui avait vu la seule ampoule éclairée du quartier. À cette époque-là, je devais avoir 18 ans et comme tu peux l'imaginer, je connaissais rien et par chance, j'ai commencé à m'entraîner avec ce boy qu'on appellera JM. Bon, ce gars-là, il m'a jamais ménagé parce que le petit surnom qu'il me donnait à l'époque, c'était
fait épaule de serpent. Ça te donne un peu une idée de la morpho éclatée au sol que j'avais pour avoir des épaules. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Je considère pas que j'ai une largeur fulgurante. Ça résume bien d'où part mon niveau. En effet, avec mes clavicules courtes et mes bras en point fort, et en plus de ça, j'ai une épaule en escalier, c'est-à-dire que j'ai un deltoïde antérieur qui a des insertions longues, un deltoïde moyen court et un deltoïde postérieur très court. Ça donne vraiment de profil une épaule escalier quoi, qui descend vers l'arrière. En somme, c'est des épaules de merde. Cela fait en revanche peu de temps que je m'intéresse réellement à l'esthétique de mon physique. En effet, avant je m'intéressais uniquement au côté performance de la chose et le côté esthétique n'était que secondaire. Par chance, je dirais que je ne suis pas encore au développement maximal de mes épaules parce que cela fait très peu de temps que je traite sérieusement les élévations latérales et les abductions horizontales d'épaule. Avoir des épaules plus rondes et plus larges m'apporterait vraiment plus de largeur de face. Mais je pars de très loin. Comme tu peux l'imaginer, la création de ces vidéos me prenne énormément de temps, donc si elles te plaisent, n'hésite pas à les liker, à t'abonner bien évidemment et à les partager. N'hésite pas à me dire en commentaire le muscle que tu voudrais voir dans la prochaine vidéo. Si tu veux me contacter, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a mon Instagram, mon mail, je t'ai laissé un petit questionnaire que tu peux remplir si jamais tu es intéressé par du coaching. Et sur ce, je te dis gros bisous, merci d'être allé jusqu'au bout de ce documentaire et la prochaine vidéo c'est dans 2 semaines. Ciao!